Plaisir de recevoir un comédien franco-suisse qui a une longue carrière déjà derrière lui, Samuel Labarthe, au théâtre comme au cinéma et comme à la télévision. Difficile d'énumérer tous les rôles qu'il a joués parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et donc, moi, je vais me contenter de deux ou trois petits souvenirs. Par un curieux hasard, en 1988, j'avais été envoyé par mon rédacteur en chef de l'époque à Paris pour voir le Cid de Corneille, mis en scène par un grand comédien que j'admirais, Gérard de Sarthe, et je devais interviewer Chimène, c'est-à-dire en fait Marianne Bassler. Et évidemment, qui jouait le rôle du Cid, c'était Samuel Labarthe, que j'ai découvert à cette occasion-là. Hein, et évidemment, j'ai été tout à fait conquis et ébloui. Et puis il y a d'autres pièces, bien sûr, il y a des films, comme Manche-Clou, un film de Pierre Richard, avec Pierre Richard, dans lequel il joue. Il y a Sagan aussi, qu'on a revu l'autre soir, où vous jouez le rôle en fait, d'un éditeur parisien d'origine genevoise, c'est ça? Julliard, André Julliard. Et puis d'innombrables téléfilms. Vous avez quand même joué 3 présidents de la République. 4 même. Ouais, c'est quand même normal. De Gaulle, hein, il y a une série qu'on a vue aussi à la télévision, magnifique, où vous jouez tout simplement De Gaulle. Voilà. Vous jouez Mitterrand, vous jouez Chirac, et qui encore? Un autre homme politique, mais qui n'est pas devenu président pour l'instant. Ah voilà, oui, oui, ça c'est la conquête, voilà ça. Avec Podalides. Et puis, bon, pour en venir un peu au fait, en 2023, évidemment, il y a la première tentative, la première approche de Bouvier avec l'usage du monde que vous créez à Paris et que vous reprenez ici au théâtre de Carouge. Hein. C'est une pièce que j'ai beaucoup aimée, un spectacle qui embarque le spectateur avec lui pratiquement tout de suite, avec de la musique et puis bon, des projections, etc. Voilà. Alors la première question que je vais vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut adapter ou jouer Bouvier au théâtre, alors qu'au fond, il n'a pas écrit pour le théâtre. Non. Oh, il y a beaucoup d'exemples de livres qui sont pas devenus des pièces de théâtre. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde, parce que je n'ai pas dit bonjour. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, et merci pour cette invitation qui me donne l'occasion de parler de Nicolas Bouvier, que j'adore absolument, qui fait partie de ma vie depuis presque toujours. Mais comment on adapte? D'abord, je pense qu'il faut être fou, parce que c'est effectivement une langue qui a l'air comme ça, très, très littéraire, très travaillée, très réfléchie. On sait comment Nicolas Bouvier travaillait. Il remettait sans cesse son travail sur l'établi, et il fallait quelques litres de Jack Daniels pour que la phrase s'imprime pour toujours dans les livres. Mais comment on arrive à le rendre au théâtre, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe avec des adaptateurs, adaptatrices que je connais, avec qui j'ai l'habitude de travailler, et qui ont l'habitude de réduire des œuvres magistrales en Reader's Digest, sans trop les trahir, en gardant la structure, en gardant... Et voilà, après c'est un travail de commande que j'ai fait avec des morceaux que je voulais garder. Pour l'usage du monde, c'est très simple, j'avais envie de garder la structure du voyage, qui est évidemment importante,
le fil rouge de la musique tzigane qui fait partir Nicolas jusqu'au Pendjab pour retrouver les origines en passant par l'Europe de l'Est évidemment. L'amitié formidable, magnifique qui existe entre Thierry Lhermitte et les moments cocasses, les moments d'humour, parce qu'il y en a énormément dans l'usage du monde. Et puis il y avait un cinquième élément, oui, ces moments d'éblouissement mystique qu'il a quelquefois dans l'usage du monde, où il arrive à transmettre une émotion, l'émotion qui existe quand justement on ne dit plus rien, on est dans la sidération, et qu'on ne trouve pas les mots pour décrire à quel point ce qu'on voit est beau, ce qu'on voit est magnifique, on a des mots pauvres. Lui arrive à trouver la formule où tout le monde dit « mais oui, c'est ça ». Bonjour, c'est un travail, on n'est pas tous capables de le faire. Donc ça, j'avais envie de le conserver dans cette adaptation, et puis effectivement de proposer un spectacle d'1h10 où j'avais envie que les spectateurs sortent en disant c'était trop court plutôt que c'était trop long. Voilà. Et qu'ils donnent surtout envie de redécouvrir, pour ceux qui connaissaient l'ouvrage, et pour ceux qui ne le connaissaient pas, d'aller l'acheter immédiatement pour lire cette langue magistrale. J'avais aussi envie de le faire justement à Paris, hein, parce que Nicolas Bouvier aujourd'hui a quand même beaucoup plus de notoriété qu'il l'avait de son vivant, on le sait, il a mis beaucoup d'années à être passé à la notoriété. Aujourd'hui, on le présente comme un auteur classique, au même titre qu'il est quand même enseigné au même titre que Stendhal dans les facs. Aujourd'hui à Paris, on est dans cette image littéraire du voyageur, parce que lui-même était un peu en porte-à-faux avec cette image d'écrivain voyageur, voyageur-écrivain. Plusieurs fois, j'ai été chez Payot Confédération, et j'étais en littérature suisse, et je dis, mais il est où Nicolas Bouvier? Ah, mais il est dans la littérature du voyage. Je dis, non, non, c'est de la littérature tout court, enfin, c'est dommage. Alors, ils l'ont remonté en haut, maintenant, donc il y a plein de gens qui viennent à la littérature du voyage, mais il est où Nicolas Bouvier? Il voyage dans les librairies. C'est ça, il voyage dans les librairies aussi. Et oui, c'est vrai que c'est un genre particulier. Tesson, on le trouve dans les deux, et Tesson... je le sais pour avoir fait des lectures récemment avec lui à Bernay, et puis au Théâtre de Poche à Paris. C'est quelqu'un qui a mis ses pas dans ceux de Nicolas Bouvier. Il a montré la voie, il aimerait pouvoir écrire comme Nicolas Bouvier. Mais voilà, il est très, très talentueux par ailleurs, hein, tout va bien, c'est pas le problème. Voilà, comment arriver à mettre cette somme sur un théâtre, et encore plus le Poisson Scorpion, parce que le Poisson Scorpion... Ouais. C'est un sacré coco, dans le sens où, encore une fois, c'est un des derniers livres qu'il a écrit. C'est un livre qui a macéré comme du poison à l'intérieur de lui, dont il a voulu se délivrer, se débarrasser à un moment donné. C'est aussi un hymne à toute la littérature qu'il adore. C'est un fervent admirateur et amoureux de la littérature. Et je pense qu'il a mis... dans un petit concentré comme ça, tellement de références littéraires, tellement de citations, et tout ça écrit dans une forme extrêmement contraignante d'une sonate de Debussy. Il n'a pas arrêté d'écouter Debussy pendant toute l'écriture, à tel point que ses enfants, Thomas et Manuel, ne peuvent plus écouter Debussy à vie. C'est devenu un cauchemar. Voilà. Donc comment on adapte quelque chose comme ça qui est tellement cousu, serré, où chaque mot s'imbrique dans une construction extrêmement réfléchie, et déconstruire ça et le réduire à 1h10, c'est déjà une souffrance. Parce on doit se séparer de tellement de morceaux de littérature qu'on aimerait partager. Parce qu'en fait, c'est quoi le point de départ? C'est une passion, un amour extraordinaire pour cette œuvre qu'on a envie de partager. J'ai un ami qui s'appelle Michel Bouvier, rien à voir avec Nicolas, dont le peintre était un grand ami de Thierry Vernet. C'est un truc de fou, hein. Jean Bouvier, qui est mort il y a 2-3 ans. Il avait tendance à dire, l'habitude de dire que le devoir d'un artiste, en fait, c'était de partager son émerveillement.
C'est juste ce que je fais. J'essaye de partager mon émerveillement et donc de ne pas trahir l'œuvre au possible, d'essayer de même sortir le suc, la substantifique moelle, peut-être. Et c'est un parti pris, c'est une lecture particulière. Ça sera ma lecture, ce sera celle de ma metteuse en scène, ce sera celle de toute l'équipe qui travaille autour de ce projet. On verra, hein, c'est comme une recette de cuisine. Est-ce que les ingrédients seront suffisants? Est-ce que j'aurai assez mis d'épices? On verra. En tout cas, comment dire, la pression est là parce qu'il y a une attente, je comprends. Non seulement parce que c'est Nicolas Bouvier et que c'est un roman qu'on n'a pas comme ça l'idée de le voir représenté sur un plateau, mais aussi parce qu'il y a eu l'usage du monde qui était bien, et donc maintenant il faut faire mieux. Ah oui, alors justement, maintenant il y a le poisson scorpion. Est-ce que je peux vous demander de lire le début? Le début, vous voulez que ce soit le début? Oui, s'il vous plaît. Ben, je vais prendre la bonne édition. Chapitre 1, donc. Voilà. On peut commencer par là. Cap de la Vierge. J'ai regardé le Cap de la Vierge. Non, je crois que c'est le Cap Comorin. C'est vraiment extrêmement l'extrême pointe de l'île, du continent indien. J'y suis allé d'ailleurs. C'est la réunion des 3 océans. Il y a d'ailleurs aujourd'hui le mausolée, enfin, un des mausolées de Gandhi. Il y a un petit trou. Pour lui, c'était un mausolée dont il aimait particulièrement l'emplacement, puisque pour lui, c'était grâce à ces 3 mers, 3 océans, c'était la réunification en fait, des 3 religions principales. Donc voilà, la paix devait passer par là. Il y a un petit trou dans le plafond qui, selon l'éclairage, éclaire un jour par an la date de son anniversaire par terre. Extraordinaire. Il faut venir ce jour-là. Donc, la citation au début du livre, c'est quand même un auteur qu'il aimait beaucoup, Kenneth White, qui dit « On ne peut tout de même pas se contenter d'aller et venir ainsi sans souffler mot ». Voilà, déjà, ça veut tout dire. Cap de la Vierge. L'un naquit de la chaleur et en lui s'éveilla l'amour qui fut la première semaine de l'intelligence. D'après un manuscrit indien, Rig Veda. Le soleil et moi étions levés depuis longtemps, quand je me souvins que c'était le jour de mon anniversaire, et du melon acheté dans le dernier bazar traversé la veille au soir. Je m'en fis cadeau, le curai jusqu'à l'écorce, et débarbouillai mon visage poisseux avec le fond de thé qui restait dans ma gourde. J'avais dormi d'un trait à côté de la voiture, sous un arbre pipal solitaire, face aux dunes jaunes qui bornent le détroit d'Adam et à la mer pommelée de moutons blancs. La descente de l'Inde avait été une merveille. Aujourd'hui, j'allais quitter ce continent que j'avais tant aimé. La matinée était chargée de présages et plus légère qu'une bulle. À toutes ces propositions, la réponse était oui. Je refaisais machinalement le bagage en regardant de minces silhouettes noires culottées d'un chiffon carmin s'affairer autour d'un petit moulin de canne à sucre à un jet de pierre de mon bivouac. Une fille vêtue d'un sarong du même rouge venait de leur apporter leur repas. J'avais mis la main en casquette pour mieux voir ces magnifiques seins nus dans le crépitement de la lumière. Par-dessus le ressac, j'entendais les voix chaudes et précipitées et le grincement des calandres de bois. Le temps était suspendu. Dans ce gracieux agencement d'échos, de reflets, d'ombres colorées et dansantes, il y avait une perfection souveraine et fugace, et une musique que je reconnaissais. La lyre d'Orphée ou la flûte de Krishna, celle qui résonne lorsque le monde apparaît dans sa transparence et sa simplicité originelle, qui l'entend même une fois, n'en guérira jamais. À 60 km du Cap, la route s'arrête tout bonnement dans le sable, comme quelqu'un qui juge en avoir assez dit. On aperçoit alors une cabane de planches qui a si peu l'air d'une gare,
qu'aucun guide ne la mentionne jamais. Et un petit train écartement de Cauville, tout bois dur et laiton, patiné comme un chaudron par les paumes, les derrières et les petits cigares des voyageurs. Tout noir aussi, mes voisins. Des saisonniers parias qui descendaient vers les plantations de l'île, accroupis entre leurs baluchons de crétonne à fleurs, leurs jambes d'échassier encadrant leur visage. Comme je prenais peu de place et n'écrasais pas leurs paquets, le plus hardi m'a demandé en anglais si j'étais indien du Népal. C'est grand l'Inde. 17 alphabets, plus de 300 dialectes. On ne s'y connaît guère. Moi, j'étais bruni, salé comme une galette, un peu recroquevillé de jaunisse aussi. Avant même que j'aie pu répondre, ils m'avaient déjà oublié. Ils s'étaient tous mis à arborer le même sourire ahuri et docile à cause de cette frontière qui approchait et qu'il leur fallait passer avec des papiers périmés, trafiqués, recuits par la transpiration. À la gare terminus du Cap de la Vierge, ils se sont dirigés en colonne par 4 vers des baraquements qui fumaient dans la chaleur de midi. J'ai pris comme eux la file pour faire viser mon passeport. En me démanchant le cou, j'ai vu dans l'ombre bleue d'un hangar un infirmier tamoul qui s'employait à vacciner cette troupe avec une seringue graduée, grosse comme un biberon. À chaque client, il changeait d'aiguille et injectait sa dose au jugé. Pas de piqûre, pas de visa. Je n'en avais pas besoin sans doute, mais qu'est-ce qu'un vaccin de trop en regard d'une controverse avec un fonctionnaire de l'Inde du Sud? À cause de la couleur de mes yeux, et pour que je n'aille pas me plaindre ensuite, l'infirmier m'a servi largement. 3 fois la dose de mes voisins. 3 fois la dose de mes voisins. Pour le sérum comme pour l'argent, on prête aux riches. 10 ans d'immunité au moins. Contre quoi, je ne m'en souciais pas. J'avais 2 ans de route dans les veines et le bonheur en pharo. Il me restait à l'apprendre, tout doucement. Les prospectus assurent que l'île est une émeraude au cou du subcontinent. L'Arcadie de voyages de noces victoriens qui ont fait date. Un paradis pour les entomologues, une occasion de voir le rayon vert à des prix intéressants. Moi, je veux bien. Mais 3000 ans avant Baedeker, les premiers rituels ariens sont un peu plus circonspects. L'île est le séjour des mages, des enchanteurs, des démons. C'est une gemme fuligineuse montée du fond de l'océan sous le règne de mauvaises planètes. Et plusieurs passages qui la citent sont prudemment introduits et conclus par cette formule « Venin de l'Ichneumon, de la Murène et du Scorpion, tournez vers le sud, 3 fois je vous réduis en eau. » On verra bien. Vous voyez, c'est terrible. Je relis le début, je dis « Ah merde, il n'y a pas ça. Ah merde, j'ai pas dit ça. Ah zut !» Voilà, bah oui. Mais c'est comme ça. Ça doit rentrer dans 1h10. Alors qu'est-ce qu'on privilégie? Dans cette adaptation, on a privilégié le côté organique. C'est-à-dire que on a essayé de renier sur les descriptions du début pour arriver plus vite à Galles, ou dans cette chambre, où a lieu cette gestation, cette métamorphose un peu, cette incubation, cette mue, qui va lui faire permettre 7 mois plus tard de rejoindre le Japon. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire pour garder cette alchimie, cette opération chimique, en tout cas, qui consiste à se défaire, un petit peu comme les termites attaquent cette forteresse plusieurs fois centenaire, pour retrouver une énergie dans le sang, d'ailleurs, ce nouvel accouchement, comme s'il était à nouveau accouché, remis au monde. Ça termine dans le sang, c'est le fait de se taper contre ce poteau et d'avoir le sang qui coule sur la figure qui lui donne conscience de partir, de repartir. Voilà. Donc ce livre est absolument passionnant et dès que j'en parle, j'ai des frissons partout. C'est une chance incroyable de pouvoir le produire ici. Encore une fois, c'est grâce à Jean Lermier qui nous a fait confiance dès le départ avec l'usage du monde, qui était coproducteur de l'usage du monde. Sans le partenariat de Jean Lermier, je n'aurais pas pu créer ce spectacle à Paris. Il faut le savoir, Jean Lermier a fait un travail évidemment sublime
artistiquement, mais il a fait un théâtre que tout le monde vient visiter aujourd'hui, Ouais. comme étant le modèle à suivre, enfin à répliquer. Il faut avoir les moyens aujourd'hui. On ne les a pas partout. Et en France, on est un petit peu devenu l'enfant pauvre des théâtres. Mais on construit des théâtres à Bernay, à Lully. Enfin, c'est merveilleux, la Suisse, quand même. Ouais, merci. Voilà. Enfin bref, je voulais juste rendre à César ce qui appartient à César. Et puis c'est d'autant plus, comment dire, émouvant que j'ai fait mes premiers pas au Théâtre de Carouge en 80, avec Marcel Buval dans La mort d'un commis voyageur, le premier spectacle de Georges Voigt, qui était le bourgeois gentilhomme, premier spectacle de la saison. Vous l'avez eu comme prof, là? Oui, j'ai eu comme prof à Claparède. Et ça a été, c'est l'homme qui m'a permis de faire ce métier. Toute ma vie, enfin, il n'y a pas un spectacle où je ne pense pas à lui. C'est des hommes extraordinaires. D'aller chercher dans les écoles des futurs talents, des gens qui pourront peut-être faire ce métier, de donner de son temps, de sa vie, de son énergie à aller rencontrer des jeunes, leur donner confiance en eux, convaincre les parents qui ne sont pas du tout pour, et puis de les lancer comme ça. Enfin, moi, j'ai une reconnaissance extraordinaire. Ouais, ouais. Bon, moi j'aime beaucoup ce début-là que vous nous avez lu, parce que, au fond, ça se passe le 8 mars 55 ou 56. Au fond, Bouvier fête seul son anniversaire. Il décrit cet anniversaire au fond comme un renouveau, voire une résurrection. Et il passe la nuit sous un arbre pipal. Alors un pipal, évidemment, je pense que vous savez tous ce que ça signifie. Moi, je ne savais pas, j'ai regardé. Et au fond, c'est une sorte de banyan. Qui a ceci de particulier que c'est sous ce banyan-là que Bouddha a reçu l'éveil. C'est ça. C'est-à-dire, au fond, l'évocation, le premier signe de sa vocation. Donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est plein d'allusions, c'est plein de références comme ça. Et justement, j'avais passé la nuit sous un arbre pipal. Et seul malade évidemment. Et c'est le début, au fond, quand il arrive à Ceylan, d'une longue descente aux enfers. Il sort pratiquement plus de sa chambre à Galles, une chambre qui est infestée de bestioles, de scorpions, etc. Et peu à peu, évidemment, il perd pied, et il est persuadé d'être victime de sortilèges. Il essaye de conjurer la magie noire de l'île par la magie blanche de l'écriture. Il y a en effet un effet d'exorcisme dans l'écriture de ce livre qui est extrêmement puissant et qui vous prend à la lecture. Alors là, je vous ai demandé je vous demanderai de lire le deuxième passage. Écoutez, ou un autre peut-être. Oui, moi j'avais plutôt envie. Ouais. Pardon, mais. Oui. Allez-y. Répondez, comme ça sera fait. Non, mais tout va bien, c'est pas grave, on est entre nous. Allez-y. Oh là là. Oui, non. Ça ne se neutralise pas, les portables, ça se noie. Ça, on est sûr qu'elle répond plus. En plus, après, il y a des alarmes. Non, c'est un extrait de Routes et des routes que vous connaissez tous, qui a été une interview, une longue interview avec Irène Michel. Voilà, exactement, qui a été radiodiffusée, il me semble, à un moment donné. Ouais. Voilà, et ça, c'est la transcription. Et je trouve que c'est assez incroyable comment il parle du poisson scorpion à ce moment-là. Quand elle lui pose cette question, vous avez choisi d'aller à Ceylan et ensuite d'y rester. Et il répond: la route qui continuait vers l'est et qui m'aurait séduit, de l'Inde à la Birmanie, puis descendre sur le Yunnan, était fermée à cause d'aléas politiques. D'autre part, mon ami Thierry Vernet s'y trouvait avec sa bonne amie. Il m'attendait pour le mariage. Raison supplémentaire, les archéologues français avec lesquels j'avais travaillé dans le nord afghan m'avaient dit le plus grand bien de cette petite ville de Galles où Thierry était descendu 6 mois avant moi. Donc, j'avais de bonnes raisons de m'y rendre, et je me disais que de Ceylan, je prendrais un bateau pour aller plus loin, ou que j'y resterais un certain temps. On ne peut jamais savoir à l'avance. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas un endroit pour moi.
Mes amis sont partis au bout de 2 mois, usés par le climat et très agacés par les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés. Ils avaient fait une superbe exposition à Colombo et n'avaient quasiment rien vendu. Ils sont rentrés pour se refaire une santé. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de regagner l'Europe. J'avais une petite chambre agréable. Cette ville était tout à fait fantomatique, mais très belle. Et à ce moment-là, j'étais attaqué à la fois par une amibiase, la malaria et la jaunisse. J'étais bien trop faible pour envisager de reprendre la route. Je ne me suis pas rendu compte à quel point le climat était débilitant et je suis devenu de plus en plus faible et malade. Je me suis enlisé. Et il a fallu arriver au fond du sac, en danger, pour que je m'arrache de cette île après 9 mois, c'est-à-dire 7 de trop. Il régnait un climat étrange et malsain du fait de la pratique constante de la magie noire ou blanche, le plus souvent noire, et j'avais le sentiment que cette ville me posait une question à laquelle je ne trouvais pas de réponse. J'ai eu une sorte de mauvaise obstination. J'aurais dû filer alors que j'en avais encore la force, au lieu de quoi je me suis mis à descendre en spirale comme une feuille morte. J'ai été l'objet d'un enchantement négatif. C'est pourquoi j'ai eu tant de peine et j'ai dû laisser tant d'eau couler sous les ponts avant d'écrire cette histoire. Je n'avais aucune envie de retourner là-bas, en esprit, tout en y retournant constamment, hanté que j'étais par cette défaite, cette débandade, cette déconfiture, cette perte progressive du contrôle de soi. À la fin, j'avais la berlue. La fin du poisson scorpion correspond tout à fait à ce que j'ai vécu. Le début s'apparente à un reportage très littéraire, parce que dans ce livre, la mise en forme est particulièrement importante, et il finit comme un conte tropical. Après, je me suis dit que je pourrais peut-être écrire une fois de la fiction. Il se termine dans la fiction. Les gens s'envolent, apparaissent, disparaissent. On est dans un monde de zombies, et j'en étais vraiment là. J'ai écrit ce livre quasiment en transe, sur des flots de whisky et de musique. J'en avais besoin pour pouvoir retourner dans cet incubateur où j'avais laissé un peu de ma raison. J'étais obligé de l'écrire pour me débarrasser de ce mal. Dans une large mesure, j'y suis arrivé en écrivant le mot « fin », mais pas complètement. Il y a encore une sorte de malheur résiduel, un noyau central noir que je ne suis pas parvenu à faire fondre, sans doute parce que je n'ai pas poussé les fourneaux à une température suffisante. C'est merveilleux. C'était vraiment ce que j'appelle l'écriture exorcisme. Il y a des choses dont il faut se débarrasser en les mettant en forme. Ensuite, elles sont prises dans la forme. C'est comme un démon qu'on enferme dans une bouteille, le djinn de Sinbad le marin, ou ces insectes du Pliocène qu'on retrouve dans des morceaux d'ambre jaune. L'alcool et la musique ont été mes 2 béquilles pour écrire ce livre. Il est toujours pénible de faire l'analyse d'une défaite. Cette île m'a eu, et j'essayais de savoir comment elle s'y était prise pour m'user les nerfs à ce point. En écrivant ce petit conte noir tropical, j'ai en somme pris ma revanche. Mais c'était dur de replonger dans cette touffeur, cette noirceur, ce sentiment de solitude, d'abandon et d'obstination en même temps. J'aurais très bien pu partir. Mes parents n'auraient pas demandé mieux que de me payer un billet de retour sur Peninsular Oriental Line. À cette époque, il y avait encore des lignes régulières de steamers. Mais je ne voulais pas m'avouer vaincu. J'ai tenu le coup jusqu'au jour où j'ai trouvé la force de déguerpir. C'est grâce à la camaraderie cordiale et grossière des membres de l'équipage du bateau français où j'avais pu me faire embaucher et qui m'a emmené en 2 mois de Colombo à Yokohama que j'ai retrouvé mes esprits. Entendre constamment parler de cul m'a fait le plus grand bien. Ça m'avait horriblement manqué pendant près d'1 année. Oh, c'est merveilleux. Non, mais c'est extraordinaire. Ce qu'il ne dit pas non plus, c'est quand il a écrit ça, effectivement, il était en pleine dépression. Je suis retombé sur des lettres de Thierry Vernet qui essaie de le remonter. Elles sont poignantes, ces lettres, parce qu'en plus de ça, elles ne sont pas publiées. C'est des lettres qu'on peut lire seulement dans le fonds Nicolas Vernet, qui se trouve à la BG. D'ailleurs, à ce propos, profitez, quoi. C'est des trésors. Tout le monde a le droit d'y aller. Hein. On peut aller voir des choses, on peut faire une demande. C'est merveilleux d'aller là. Où il dit à Nicolas, mais reprends-toi, je t'en prie. Tu es merveilleux. Enfin, et pourquoi tu ne ferais pas une psychanalyse? Ça va peut-être t'aider. Enfin, tu vois, il lui demandait d'aller voir un docteur. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est vrai que c'est le moment où sa mère était en train de mourir. Et là, forcément,
Bon, beaucoup de choses se sont mises dans ce livre qui est rempli en fait de tout ça. Oui, ben, c'est une bonne introduction. Hein. Je voulais parler des lettres. Au fond, le seul lien pratiquement qu'il a avec le monde extérieur, c'est les lettres qu'il reçoit et qu'il écrit. Et puis bon, il parle des lettres de sa mère. Hein, et ça, c'est des moments assez extraordinaires parce qu'elle elle lui fait constamment un peu la morale. Elle dit, mais tu te plains tout le temps, c'est pas possible. Tu vois tout en noir pour me chagriner. Voilà, c'est ça, pour me chagriner. Il y a les lettres avec le père qui regarde un peu avec des clins d'œil par derrière, mettons. Oui, qui s'amuse secrètement en fait. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, il aimerait bien être à la place de son fils. Il n'a pas pu voyager lui-même. Archiviste à la bibliothèque quand même, hein, directeur de la bibliothèque, mais qui effectivement, il le dit, il aurait bien parié sur ce cheval couronné que Nicolas serait devenu. Il a un regard très humaniste sur Nicolas. Nicolas a pris ce regard humaniste de son père, je crois. Il aime beaucoup son père. Ouais, beaucoup. Ouais. Donc il y a ça, et puis il y a surtout, pardon, mais je ne vais pas spoiler le cœur du livre. Enfin, oui, mais c'est venir. Hein, ouais, c'est une histoire d'amour. Il y a la bonne amie quand même. Ah oui, c'est cette fameuse Manon qu'il a rencontrée juste avant de partir. L'évocation de Manon, ciao. Ouais, est magnifique juste avant de partir sur les rades sur la rade du port de sa ville natale, Genève. Effectivement, il reçoit cette lettre qui lui annonce voilà, le mariage de sa bien-aimée avec quelqu'un d'autre, et qui lui dit ciao, désolé, bon voyage. C'est un peu rude. Donc effectivement, non seulement il vient après des mois retrouver son ami avec qui il a passé 2 ans de vie commune absolument dingue, il n'y a pas eu une dispute, ils se sont tenus... Oui, c'est un frère. C'est un frère, c'est plus... Enfin, c'est l'ami imaginaire qui est devenu réalité. C'est l'ami... On va faire une exposition, je fais une petite parenthèse avec l'association pour le rayonnement de Genève et la commune de Carouge et le théâtre de Carouge. On a réussi à aller justement déterrer des dessins du fond Thierry Vernet, des photos. On va faire une exposition à partir du 27 octobre sur le parvis du théâtre, une exposition temporaire, extérieure. Je vous invite à venir parce que c'est un voyage poétique dans leur amitié. Et justement, ça s'appelle Cartographie d'une amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi. On reprend les mots évidemment de Montaigne pour la Boétie, parce que c'est une amitié qui a traversé toute une vie et qui est insensée. C'est merveilleux de s'être à ce point soutenu et accompagné comme ça toute sa vie, malgré les épreuves, malgré les insuccès, malgré voilà, tout ce qu'une vie peut apporter. Malgré le succès de Thierry et le succès de Nicolas et l'insuccès de Thierry. Voilà. Il y en a un qui se met en avant, l'autre qui n'arrivait pas. Enfin, il y a cette maladie souvent genevoise qui consiste à pas se mettre en avant, et je comprends 1000 fois. Mais bref, il y a souvent voilà, cette amitié-là. Donc cette exposition sera une sorte de trait d'union, justement, entre Thierry Vernet, qui n'est pas présent cette fois-ci dans le Poisson Scorpion, qui part tout de suite au début de la pièce, mais qui reste là, sur le parvis, pour être pas trop loin de son ami Nicolas Bouvier. Donc voilà, effectivement, Nicolas revient après 2 ans de voyage, il va retrouver son ami de toujours, cet ami se marie. Il doit sûrement être très heureux qu'il se marie, mais quelque part il perd aussi son ami. C'est souvent comme ça, on est heureux pour lui, mais voilà, il y a une part de lui qui part, enfin et puis surtout il s'en va. Donc non seulement il vient les retrouver, il assiste à un bonheur que lui-même n'aura pas, puisqu'il a une séparation qui le fait souffrir, mais en plus de ça, ses amis s'en vont, il le laisse seul, dans leur chambre. Voilà, donc... oui, parce qu'il occupe la chambre qu'occupaient les deux. Hein, ouais. Donc voilà, en fait... Et puis non seulement ça, il y a 2 ans de mouvement, d'émerveillement, de fascination, de coups durs, faut qu'on arrive au bout,
il y a ce mouvement du voyage où on est obligé de continuer à faire un pas en avant, on ne peut pas revenir en arrière. Et tout d'un coup, blam, ça s'arrête et c'est l'immobilité. Et c'est comment ce voyage rejaillit, remonte toutes ces choses qui ont été visitées pendant 2 ans. Et qui, parce qu'il faut savoir que, historiquement, en fait, Nicolas Bouvier n'écrit pas Le Poisson Scorpion à Ceylan. Il recopie les morceaux de Tabriz qui ont été tous jetés par erreur à Quetta par un employé de ménage qui les a mis dans la décharge. Il y a ce passage incroyable dans l'usage du monde où Thierry Vernet et lui vont dans cette puanteur de décharge à ciel ouvert pour essayer de retrouver les feuillets de manuscrits, quoi. Enfin, donc il n'en retrouve évidemment pas beaucoup, des espèces de choses déchirantes et puantes, déchirées et puantes, et il doit tout réécrire, et de mémoire. Donc c'est un travail de mémoire, c'est un travail de revisite de son voyage, avec effectivement parallèlement ces fameux cahiers où ces grandes feuillets plaqués au mur, où il dit « J'aime gribouiller debout avec un crayon à grosse mine quand une idée m'attrape à la surprise ». Et il arrive avec son écriture de gaucher, avec ses lettres gothiques qui sont complètement dingues. Faut pouvoir... Sismographe. Ah ouais, c'est un sismographe, exactement. C'est vraiment... c'est complètement fou son écriture. Et des dessins, Alors il paraîtrait que, oui, il dessine des petits bonhommes depuis qu'il a rencontré Floristella. Floristella lui a appris à dessiner des petits bonhommes. Alors dès qu'il peut, il décrit des petits bonhommes. Et d'ailleurs, dans Le Poisson Scorpion, il y en a un, il écrit un petit bonhomme, puis il dit « Comment je vais ? Comment je vais ? Mais je vais bien, merci, et moi ?» Voilà. Tellement il est seul, quoi. Oui, Thierry Vernet disait qu'au fond, la seule chose que la postérité retiendra de lui, c'est qu'il a été l'ami de Nicolas Bouvier. Non, et justement, Nicolas Bouvier s'est rattrapé en disant dans 100 ans, dans 500 ans, on connaîtra plus Thierry Vernet que moi, vous verrez. Il y a eu un grand effort des éditeurs, là, quand même, sur Vernet. L'Âge d'Homme a publié ses carnets. Il y a la correspondance qui a été aussi publiée, là. Donc il y a quand même pas mal de choses. Oui, la correspondance. Et puis on oublie de dire que c'était un très bel auteur. Ouais, il a écrit notamment le livre sur l'histoire du théâtre des marionnettes, je ne sais pas si de Genève, si vous l'avez lu. Je crois qu'il est épuisé, mais on peut le trouver encore au théâtre des marionnettes. Et il a un style formidable. Il faut voir aussi comment il écrit. Ses lettres sont magnifiques. Alors il y a toujours cet argot un peu genevois que mon père parlait. J'adore. Mais tes zig, enfin bon, tes zig, enfin bon, il y en a, vieux Nick, tes cols, ouais. Non mais, il y en a tellement, mon vieux con, mon vieux, enfin il n'arrête pas. Faut voir juste les titres des lettres, on fait juste un listing des titres des lettres, c'est génial. Comme il s'appelait, Vieille branche, ou alors branche tout simplement. On va passer voilà, à la dernière lecture que j'avais préparée. Bon, évidemment, là, c'est les lettres. Hein. C'est la lettre qu'il reçoit de sa bonne amie, et puis sa réaction. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reçoit la lettre et il ne l'ouvre pas tout de suite. Il attend... Le lecteur poireaute pendant 3-4 pages, en tout cas, parce que bon, on attend, on se dit, mais bon, il a reçu la lettre, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre, hein? Et puis, non, il ne l'ouvre pas. Il ne l'ouvre pas tout de suite. Il a presque peur de l'ouvrir. Oui. Et puis, bon, finalement, évidemment, il l'ouvre. Et puis, voilà. Ouais. Il faut dire que juste avant de partir, ça ne s'est pas très bien passé. Il y a d'ailleurs une carte, un petit dessin de Thierry Vernet qui dit « Écoute, viens, tu vas voir, ne remets pas en question notre voyage, on est prêt à partir, on va tu verras, l'amour t'attend quelque part. » Enfin, ouais, le dessin est sur l'exposition. Il y a une petite topolino de vue de derrière avec un soleil qui brille, et puis les deux comparses qu'on voit comme ça de dos. Et c'est vraiment la route du bonheur. Elle est magnifique ce dessin, vous verrez. Et c'est vrai que Nicolas Bouvier, quand il part de Genève pour rejoindre Thierry dans le Zagreb et plus tard à Belgrade,
il est accompagné par Floristella Stéphanie, qui l'accompagne jusqu'à Brigue, je crois, Brigue. Et de là, ils envoient une carte postale à Thierry Vernet. Et sur cette carte postale, Nicolas dit ouais, bah, j'ai pris de la viande séchée, machin, bidule, la topolinée est pleine jusqu'à rabord, tu verras, des trucs un peu pratiques. Et Floristella a écrit cette chose absolument magnifique, moi qui me tire les larmes. Elle voit partir son amoureux pour 1 an et demi, 2 ans, pardon, mais dans les années 50, c'était l'inconnu total. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les textos, il n'y avait pas... tout pouvait arriver. C'était des contrées qui pouvaient s'avérer dangereuses si on ne les connaissait pas bien. Et il se donne comme promesse de se retrouver au bout du voyage et de se marier à Ceylan. Et elle dit, de vous voir partir ainsi, j'ai le cœur quelque part en joie parce que votre amour, votre amitié est d'une telle qualité que je pars heureuse. Je serai avec vous pendant le voyage. Moi, ça me... Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui peuvent accompagner comme ça, avec tellement d'empathie et d'amour libre, voilà, le voyage comme ça. Donc effectivement, Nicolas Bouvier part avec déjà un sérieux doute quant à la pérennité de cet amour avec Manon. Et il ne sait pas s'il la retrouvera. Elle lui aurait dit, je ne suis pas sûr de t'attendre, déjà. Donc, évidemment, quand il reçoit cette lettre qu'il attend depuis 6 mois, hein, qu'il attendait depuis 6 mois, je pense qu'il a un petit peu peur de l'ouvrir, oui. Elle est scorpion. Elle est scorpion, tout à fait, elle est scorpion. Et lui est poisson. Voilà. Il est où ce passage? Ouais, si jamais. Ouais. Voilà. Alors, la lettre, oui. Ah, vous le prenez là, oui. Moi, j'aurais... Oh, vous voulez pas qu'on lise un tout petit peu juste avant? Attendez. Oui, bien sûr. Parce que là, l'évocation de cet amour est déjà rien que ça. C'est de la poésie pure. C'est une très bonne peintre d'ailleurs, hein, Floristella. Ah oui. Moi j'ai vu ces Oui. toiles, c'est vraiment magnifique hein, ce qu'elle a fait. Je la revoyais une nuit, à mes côtés, sur la jetée du port de ma ville natale. L'été, le silence, l'approche de l'aube. Je la connaissais d'1 semaine, Kant, Hermann Hesse, tennis. Je la trouvais superbe. Nous marchions du même pas, sans aucun bruit. Je reconnaîtrai sans peine l'endroit où j'ai senti comme une aveuglante déchirure dans le noir, où j'ai eu les poumons dévorés de bonheur. La vie d'un coup acérée, musicale, intelligible. Surtout ne rien dire. Du coin de l'œil, j'ai essayé de voir où elle en était, elle. Demi-sourire retroussé sur les dents blanches, longue foulée, la crête d'une vague. Pas un mot. Il fallait pourtant faire quelque chose. J'ai embrassé le grand mât verni qui se dresse sur le môle et suis grimpé jusqu'au sommet sans ressentir l'effort. Là-haut, les dernières lumières de la rade reflétaient sur l'eau sombre. Elle, pas plus grande qu'un plant de rosier. Il faut croire que cette forme d'aveu a aussi son éloquence. Quand j'étais redescendu, hors d'haleine, les mains pleines d'échardes, je l'avais trouvée folle de rire, les yeux brillants d'impatience, déjà à moitié dévêtue. La lettre, expédiée 2 mois plus tôt de Hambourg par poste de mer, contenait son faire-part de mariage sur lequel elle avait griffonné « Désolé, ciao et bon voyage ». Et un poisson d'or, je suis poisson, long comme l'ongle du petit doigt. Le Bristol portait Dr Phil M. La thèse portait sur Renan. La thèse sur Renan était donc terminée. 2 ans déjà. Dieu comme le temps passe. Est-ce Laclos qui a écrit « Le pire dans la jalousie, c'est qu'elle survive si longtemps à l'amour » J'avais bien peur que cette fois ce ne fût le contraire. Je n'étais pas jaloux. J'étais parti trop loin et trop longtemps. Tout ce que j'avais pu lui écrire ne m'avait pas empêché de devenir une ombre.
J'allais prendre dans ma valise la photo qui m'avait si souvent porté secours et regarder une dernière fois ce visage éblouissant avant d'y mettre le feu avec mon briquet. C'est encore une scène d'exorcisme là, hein, avec la photo, le briquet, le feu. Alors, bon, pour comment boucler la boucle, et pour voir qu'à la fin, justement, comme vous disiez tout à l'heure, il s'en sort, il s'en va, hein, il trouve la force de faire ses bagages et puis de partir. Et justement, il y a un rappel du début, parce que vraiment, au fond, bon, il y a une espèce de résurrection, une espèce de renouveau qui fait que, bon, il trouve la force d'aller plus loin et peut-être de revenir hein, à Genève, justement. Il y a ces dernières lignes là que j'avais soulignées là. Moi, je commençais à revivre. J'avais touché le fond, je remontais comme une bulle. Cette tête, enfin ouverte, se vidait comme en songe de tout le noir mirage qui y pourrissait depuis trop longtemps. C'est extraordinairement bien dit. Ouais, oui. Hein, c'est aussi la saignée que faisaient les docteurs chez Molière. Ouais. Ça a besoin de s'exulter, de s'exprimer d'une autre façon. Le noir, la mauvaise humeur, comme il disait, l'humeur noire qui devait s'en aller d'une façon ou d'une autre. Et cet éclatement de la psyché quelque part, cet éclatement du moi. Parce que là aussi, c'est complètement fou quand il parle combien d'années encore avant d'avoir tout à fait raison de ce moi qui fait obstacle à tout. C'est des phrases, mais c'est ça, Bouvier, c'est des phrases d'une fulgurance. On est dans la philosophie. Son grand maître, c'est Montaigne. C'est la philosophie itinérante, c'est la philosophie en marche, c'est un péripatéticien. C'est comment on éprouve le monde à travers les pensées et le ressenti. Et tout est d'une intelligence du cœur. Moi, je suis fasciné de voir à quel point ces mots touchent, mais direct. La musique fait ça, mais les mots. Oui, il a mis très longtemps à l'écrire. Hein. D'ailleurs, bon, vous disiez qu'il ne voulait pas y retourner. Au fond, c'est un peu ça le problème. Hein. Évidemment, quand on écrit un livre qui est basé sur une expérience quand même personnelle, il faut y retourner. Il faut descendre au fond de la mine. Et là, en l'occurrence, il avait peur d'y retourner. Il a fallu quand même la musique et puis Jack Daniels pour un peu l'aider. Oui, mais c'est très, très, très courageux d'y aller. La plupart du temps, on met les choses sous le tapis, puis on attend que ça passe quand même. C'est très, très courageux de se remettre dans ce... Alors peut-être que c'est effectivement la matière noire de l'écrivain aussi. Hein. C'est ce qui permet de provoquer l'alchimie, de transformer le plomb en or. Mais il parle d'une défaite, il parle d'une déroute, d'une défaite, d'une débandade, de quelqu'un de quelque chose qu'il se reproche amèrement depuis des années. Effectivement, sans doute que c'était devenu trop présent la nuit, c'était ces Érinies qui venaient le hanter, et peut-être que c'était la seule façon de s'en délivrer, c'était de le poser par écrit, oui, sans doute. Alors, maintenant, d'habitude, on laisse la parole au public, aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je vais poser une question à Samuel Labarthe. C'est déjà la deuxième soirée qu'on organise autour de Bouvier. On en a parlé avec des érables que vous connaissez aussi, hein, et qui est aussi un fan de Nicolas Bouvier, et qui a écrit L'usure,
C'est ça. Oui, L'usure d'un monde. L'usure d'un monde. Voilà. Oui, C'est tellement proche comme titre que je. oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est un peu extrême. Alors voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, des les remarques? mademoiselles d'abord. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ces magnifiques lectures. J'avais une question qui est un petit peu de l'ordre du ragot. Je voulais savoir si c'était vrai que monsieur Thierry Vernet était amoureux de Nicolas Bouvier. Et si c'était vraiment le cas, est-ce que cela a quelque part aussi participé à dissocier ces deux personnes et leur destin ou pas du tout? Bien, c'est que des conneries que j'ai entendues à droite à gauche. Non, mais alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, ça c'est leur vie privée qui ne regarde que. Aujourd'hui, on a effectivement des traces de lettres écrites où, quand Thierry Vernet, aux alentours de 50 ans, a fait une sorte de coming out, effectivement, Nicolas Bouvier a eu une sorte de réaction un peu compliquée, dans le sens où il s'est demandé, mais est-ce que pendant le voyage, est-ce qu'avec Thierry, il y a eu des moments ambigus ou des moments qui auraient... Enfin bon, il a refait le film en arrière. En fait, non. Leur amitié est beaucoup plus... Enfin, ce serait dommage de mettre des choses qui n'appartiennent pas ou qui réduisent finalement leur relation. Je pense que c'est deux êtres qui partageaient tellement de choses. Une vue du monde, la poésie, la musique, des rêves communs. Ils s'étaient trouvés, ils avaient quoi, 3 ans de plus, 3 ans de différence. Thierry est un peu plus âgé que Nicolas, excellents tous les deux. Thierry était très croyant, tous les deux issus de familles très protestantes et très assez rigides à ce moment-là. Je pense que Thierry est parti à Paris à cause du poids du poids d'une société sur ses révélations homosexuelles. Enfin, c'est quelque chose qui pouvait peut-être plus vivre à Paris qu'à Genève. Et puis voilà, je pense que c'était aussi par goût et par goût artistique aussi de partir à Paris et d'essayer de faire sa vie et de se faire connaître là-bas. Il avait énormément d'amis. Mais non, les ragots, les ragots, il y a toujours une part, peut-être, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, mais là, en l'occurrence, moi, je n'ai rien trouvé dans les lettres ou quoi que ce soit. Je sais que Nicolas a un peu mal pris voilà, cette révélation de Thierry. Ça l'a un peu bouleversé. Enfin, il a mis du temps pour l'accepter. Et d'ailleurs, il y a une lettre bouleversante de Floristella qui lui demande de faire un effort, dans le sens où déjà pour lui c'était pas évident et qu'il souffrait beaucoup de cette situation pendant des années, de ne pas avoir pu exprimer en public, et à son meilleur ami son goût, sa tendance face à... Je sais plus comment... Il faut faire attention avec les mots aujourd'hui. Voilà, son inclination, voilà, bref. Voilà. Non mais donc voilà, donc ça n'a pas apporté aucune ombre. Ils se sont accompagnés toute leur vie et il n'y a pas eu d'ambiguïté à ce niveau-là, pas du tout. Enfin, que je sache. Pardon, monsieur, vous aviez une question. Oui, vous avez interprété l'usage du monde à Paris d'abord, puis à Genève, et puis peut-être à d'autres endroits. Mais je voudrais centrer sur ces deux lieux, qui sont liés évidemment à Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Est-ce que dans ces deux moments, longs moments d'ailleurs, vous avez l'impression d'une réception un peu différente ici et, j'allais dire, là-bas, la grande ville, quoi. Enfin, ceux qui nous snobent, si vous voulez, parce qu'on va encore aujourd'hui. Oh, non, ils ne vous snobent pas. Non, au contraire, ça c'était... Comme je l'ai proposé vraiment dans des petites salles, c'était très intimiste, parce que c'est pas un texte qu'on peut proférer dans des grandes salles, même si je l'ai fait au Newtony, à Fribourg ou à d'autres endroits qui sont des grandes salles.
c'est un texte qui parvient, il est universel. Et franchement, il y a eu j'ai eu des réactions extraordinaires, aussi bien à Paris, de gens qui étaient éblouis par la langue, hein, éblouis, émus, et qui étaient, vous savez, il n'y a rien de plus beau que de prendre un spectateur par la main et de l'emmener. Il s'agissait de refaire le voyage, avec cet avantage qu'on commence plutôt à l'heure. Il n'y a pas de portique de sécurité, on ne peut pas perdre ses bagages et on revient à l'heure. Donc les gens étaient... Non, je dois dire que j'avais un petit peu de crainte, effectivement, parce que Nicolas Bouvier, évidemment, comme ça, moins connu à Paris qu'ici, où c'est une star évidemment nationale, mais le spectacle a été vraiment extrêmement bien reçu. Vraiment, j'étais heureux, et puis en plus de ça, j'ai vu des classes entières qui étudiaient ça, qui sont venus, j'ai rencontré les élèves. Non, faut faire confiance à cette écriture qui est vraiment universelle, vraiment. Une question ici, si vous permettez. Pourquoi 1h10 ? C'est une très bonne question, et je vous remercie de me l'avoir posée. Non, c'est parce que sur des spectacles comme ça, où la langue est très dense et très riche, qui demande une écoute active du public, la limite de concentration, on va dire, s'arrête entre 1h et 1h10. Voilà, 1h10, 1h15. Après, ça devient compliqué. Donc, je trouve que c'est dommage de lasser ou de fatiguer la concentration pour lâcher des gens en route. Je n'avais pas envie de laisser des gens sur le trottoir ou sur des quais de gare. Donc 1h10, c'est une durée un peu étalon pour ce genre d'exercice, en fait. Une question complémentaire, quelle est la partie dans votre 1h10 entre le texte, l'image, vous avez parlé d'image, et de musique? C'est un petit peu... ça accompagne, vous voyez, il n'y a pas de temps dédié à la musique ou de temps dédié aux projections. C'est véritablement le décor qu'on va proposer, qui est aussi bien sonore que visuel, et qui fera partie véritablement de l'écrin du Poisson-Scorpion. C'est la chambre. Vous voyez, en fait, ce texte parle avant tout de métamorphose, de transformation. Le moment où il perd pied, le réel, je ne sais plus quelle est la frontière entre le réel et l'imaginaire. On est aussi troublé par les vapeurs d'alcool, c'est la racque, on est troublé par la magie noire, on est troublé par les fantômes qui convoquent les ombres. Le padré qui revient, ça aussi on a essayé de le garder, vous voyez, donc c'était aussi compliqué. Dans la première version, il n'y était pas. Et je trouvais qu'il manquait absolument le padré Alvaro. Et il est là, mais c'est au détriment d'autres choses. C'est toujours pareil, c'est de la cuisine. Ouais. Donc non, je pense que, encore une fois, le danger dans ces exercices-là, c'est de devenir illustratif. C'est ce qu'on avait absolument voulu éviter avec l'usage du monde. C'est-à-dire qu'on voulait éviter la soirée diapo, quoi, avec les photos, les musiques qu'il avait, parce qu'il est rentré avec plein de choses, avec des photos, avec la musique enregistrée, ils ont même, j'ai un cahier à la maison de Thierry Vernet, où ils ont même retranscrit tous les morceaux les colos, tous les morceaux d'accordéon qu'ils ont croisés sur leur route, de Tsigane, etc. J'ai des partitions. Donc voilà, pas d'univers illustratif. C'est quelque chose qui va peut-être souligner ou accompagner le spectacle, mais en filigrane, comme ça. Est-ce que ces spectacles de Bouvier ont changé votre vie plus qu'un autre auteur? Parce que vous avez l'air tellement passionné. Ah oui, non, mais comment dire, évidemment que ça change ma vie, parce que comme ça change la vie de n'importe qui, de tout un chacun qui a ce livre sur une table de chevet, parce que c'est un livre de table de chevet. Que ce soit l'usage du monde, cela, c'est des livres qu'on offre, parce qu'on dit, on a besoin, on a envie de le partager. Donc, moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de partager cet émerveillement, ce qu'on disait au début, parce que ça crée du lien entre les gens, parce que ça doit circuler. C'est pas
c'est pas un livre mort dans une bibliothèque, c'est quand même incroyable de pouvoir incarner une pensée dont la personne n'est plus là, et la pensée vit encore. Moi, ça me fascine. C'est immortel. Enfin, on n'a qu'à dire les mots, et Nicolas Bouvier est là, quoi. Enfin, c'est dingue. Donc, oui. Alors peut-être une toute petite question, toute simple. Est-ce que vous l'avez rencontré, Nicolas Bouvier? Non, c'est ce que je disais au début, ça fait partie des regrets de ma vie, mais parce que je suis parti de Genève, j'avais 20 ans, donc je suis parti en 81 ou 2. J'aurais pu le rencontrer à bien des égards, d'autant que j'avais des amis qui allaient tout le temps au Vieux-Toit à Colonie, parce qu'ils étaient amis de Manuel, et que moi je ne sais pas pourquoi, je ne s'est jamais rencontré, c'était pas notre groupe d'amis. C'est dans une toute petite ville comme ça, tout le monde se connaît. Mais là, non, ça s'est pas fait. C'est fou, hein. Mais bon, j'ai rencontré Eliane Bouvier, j'ai rencontré Manuel plus tard. On a beaucoup parlé de son père, enfin voilà. Et puis bon, la meilleure façon de le rencontrer, je pense que c'est encore là. Je veux juste vous dire que j'ai été extrêmement touchée par le côté touché que vous montrez quand vous parlez de ce livre et de Nicolas Bouvier. Et ça me touche beaucoup. C'est tout. Ben, merci, ça doit être contagieux, hein, c'est comme les rires. Tant mieux si c'est... Non, ben, oui, maladie contagieuse. c'est le propre de toutes les émotions, et c'est vrai que partager quelque chose sans émotion, je suis pas sûr que ça se partage aussi bien. C'est le principal vecteur, c'est l'émotion. Donc là, je fais pas exprès, pardon. Mais c'est vrai que ça me transporte à chaque fois. C'est comme quelqu'un enfin, oui, c'est presque un oncle que je n'aurais pas connu et que je découvre comme ça à travers. Mais c'est une chance incroyable qu'on a, finalement, nous les acteurs, de pouvoir investir comme ça des lieux et des univers. C'est une chance incroyable, parce que de pouvoir encore une fois le passer, on est des passeurs, hein, on les transmet. Voilà, c'est là où je me dis, je me suis pas trompé de métier, quoi. Est-ce qu'il y aurait possibilité de lire encore un extrait, peut-être la dernière partie, ou moi j'aurais le goût d'entendre encore un petit morceau. Alors si jamais, hein, pour les places, parce que alors, effectivement cette année, incroyable, ils avaient déjà, au Théâtre de Carouge, un nombre d'abonnés absolument incroyable, et cette année je crois qu'ils sont presque arrivés à 100%. Si ce n'est pas le cas, il faut me dire 99,99. Ça veut dire que tous les spectacles de la saison sont déjà remplis à 50% avant même de jouer le spectacle et d'avoir entier. Donc évidemment, ça râle un peu la billetterie, hein, parce que... Il reste de la place quand même en janvier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En janvier, il reste de la place, et il reste aussi de la place la dernière semaine de décembre. Vous jouez quand de corps à corps? Du 4 novembre au 1er février. Mais alors jusqu'à la dernière semaine voilà, c'est un peu plat. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne désespérez pas. Il y a toujours de la place, on en trouvera. On trouve toujours de la place aussi si Oui. vous voulez en dernière minute. C'est ça. N'hésitez pas. Il y aura de la place pour vous. Il y a des petits bâtiches. Ah non. Bah, le morceau épique, parce qu'il y a les mouches, il y a le passage des mouches dans l'usage du monde, qui est quand même un passage dingue. Et puis là, bon, il y a celui-là. Alors, c'est pas les mouches, mais... Voilà. Ce grondement inquiet qui me parvenait à travers l'averse n'était pas dans ma tête. Il monte droit dessous mon balcon. Je n'ai pas encore de pince, mais je commence à avoir des antennes. Je sens dans mes os que la termitière dont les expéditions empruntent si souvent mes murs et mon plancher est en train de faire sauter le mauvais ciment de la cour et va mettre une forteresse plusieurs fois centenaire en péril pour lâcher son vol nuptial. Ici comme partout, les élans du cœur ne vont pas sans danger. La nuit est maintenant faite, la pluie a cessé, la terre est ameublie, on peut risquer l'opération. Les fourmis qui l'ont su avant moi préparent fébrilement une descente sur les brèches qui viennent d'être ouvertes. Elles ne sont pas seules.
dans un périmètre qui dépasse bien l'auberge. Mâchoire, museau, dard, moustache, mandibule, vibre ou claque de convoitise. Scolopendre, engoulevent, araignées, lézards, couleuvres, tout ce joli monde d'assassins que je commence à connaître est littéralement sur les dents. Je suis descendu voir cette hécatombe, une lanterne sourde à la main. Par les fissures du béton éclaté, les termites volants montaient du sol en rang serré pour leurs épousailles, les ailes collées au corps, leurs corselets neufs astiqués comme les perles noires du bazar. Puceaux et pucelles choyés des années durant dans l'obscurité, dans une sécurité absolue dont notre précaire existence n'offre aucun exemple, ignorant tout de la société de malfrats, goinfres et coupe-jarrets réunis pour les accueillir à leur premier bal. Ils s'ébrouaient au bord des failles et prenaient leur essor dans une nuée fuligineuse et bourdonnante qui brouillait les étoiles. Bref enchantement. Après quelques minutes d'ivresse, ils s'abattaient en pluie légère, perdaient leurs ailes, cherchaient une fissure où disparaître avec leurs conjoints. Pour ceux qui retombaient dans la cour, aucune chance d'échapper aux patrouilles de fourmis rousses qui tenaient tout le terrain. Fantassins frénétiques de 7-8 mm encadrant des soldats cuirassés de la taille d'une fève qui faisaient moisson de ses fiancés sans défense et s'éloignaient en stridulant, brandissant dans leurs pinces un fagot de victimes mortes ou mutilées. D'autres de ces machines de guerre, guidées par leur piétaille, cherchaient à envahir la forteresse par les brèches que les soldats termites défendaient au coude à coude. J'avais souvent vu sur mon mur ces étranges conscrits, produits d'une songerie millénaire des termites supérieurs, dans des travaux de simple police, escorter une colonne d'ouvriers, menacer un gêneur étourdi, avec leur dégaine hallucinante. Ventre mou, plastron blindé, et cette énorme tête en forme d'ampoule qui expédie sur l'adversaire une goutte d'un liquide poisseux et corrosif. De profil, ce sont de minuscules chevaliers en armure de tournoi, visière baissée, et un culot d'enfer. À quelques centimètres de la faille, les assaillants recevaient décharge sur décharge et tombaient bientôt sur le côté, pédalant éperdument des pattes, jusqu'à ce que leur articulation soit entièrement bloquée par les déchets qui venaient s'y coller. Les défenseurs tenaillés ou enlevés étaient aussitôt remplacés au créneau. Ici et là, un risque-tout quittait sa tranchée et sautait dans la mêlée pour mieux ajuster sa salve avant d'être taillé en pièces. D'un côté comme de l'autre, ni fuyards, ni poltrons, seulement des morts et des survivants tellement pressés d'en découdre qu'ils en oubliaient le feu de ma lanterne et de mordre mes gigantesques pieds nus. Si nous mettions tant de cœur à nos affaires, elles aboutiraient plus souvent. Sifflements, chocs, cris de guerre, d'agonie, de dépit, cymbales de chitine, certains coups de cisaille s'entendaient à 2 mètres. La rumeur qui montait de ce carnage rappelait celle d'un feu de sarment. Avant l'aube, les fourmis ont commencé à faire retraite et les ouvriers termites à boucher les brèches sous les soldats qui protégeaient leur travail. Murés dehors, ils vont terminer leur vie de soudards aveugles aux mains du soleil et de quelque autre ennemi. À ce prix, la termitière a gagné son pari. Les rôdeurs et les intrus qui ont pu y pénétrer ont déjà oxy, dépecé, réduit en farine pour les jours de disette. Dans la cellule, faite du ciment le plus dur où elle vit prisonnière, l'énorme reine connaît la nouvelle. Un des Suisses de sa garde est venu lui dire d'antenne à antenne, en hochant comiquement sa grosse tête, que Malbrou était revenu. C'est l'heure du Tédéum souterrain, celle aussi de faire dans la sécurité retrouvée le compte des pertes qui sont effroyables, et de repourvoir exactement, soldats, ouvriers, termites sexués, les effectifs décimés, par des manipulations génétiques auxquelles il semble, bien heureusement, que nous ne comprenions rien. Personne, en tout cas, dans ces catacombes d'argile, ne choisit son destin. Ai-je vraiment choisi le mien ? Est-ce de mon propre gré que je suis resté là des heures durant, accroupi, hors d'échelle, à regarder ces massacres en y cherchant un signe ? Le premier soleil m'a réveillé en me chauffant une joue. Je m'étais endormi par terre à côté du falot qui brûlait toujours en sifflant. J'avais les yeux au ras du sol. Autour de moi, la cour était couverte d'une poussière d'ailes argentées, de carapaces vides, de pattes et de têtes sectionnées, de cuirasses éclatées. Quelques grandes fourmis engluées bougeaient encore faiblement. Les cancrelats, voireux et matinaux, étaient déjà au travail dans ce cimetière. Je me demandais si ce jour de désastre
porterait même un nom dans les chroniques de mes microscopiques et mystérieux compagnons, et s'il en aurait un, dans la mienne. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci à vous.